Voilà, maintenant nous allons entendre Monsieur Delwart et Madame Van Weyenberg, qui sont respectivement président, secrétaire générale adjointe de SBL, propriétaires ruraux de Wallonie, la NTF. Je ne sais pas si vous venez aussi avec des PowerPoint ou oui, voilà, ok. C'est pour anticiper déjà. Bonne chance pour. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, après avoir entendu le point de vue des différents syndicats agricoles, nous allons vous faire part du point de vue de Nature, Terre et Forêt, l'association des propriétaires ruraux de la région wallonne. Nous prônons pour que le bail à ferme redevienne attractif pour les propriétaires une réelle rupture par rapport au système existant. J'ai entendu quand même dans les exposés précédents le fait que des agriculteurs à la retraite, mais également propriétaires, ne souhaitaient pas eux-mêmes rentrer dans le bail à ferme. Je crois que c'est une preuve suffisante qu'il y a un certain travail et un travail en profondeur à faire. Et pour respecter notre temps de parole, je vais passer la parole directement à Séverine qui va vous exposer nos propositions. Voilà, bonjour Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés de la Commission. Nous avons intitulé nos actions sur la réforme sur le bail à ferme, la rupture. C'est un terme extrêmement lourd, mais extrêmement pesé. En effet, nous avons constaté, nous le disons depuis plusieurs années, que le bail à ferme atteint ses limites. Nous avons montré pas mal de bailleurs mécontents du bail à ferme, où on entend en effet que la loi, selon eux, est abusive et que les fermages sont insuffisants. Mais nous avons pu constater que nous avons dépassé ce stade du mécontentement. On est véritablement aujourd'hui, moi tous les jours je reçois des questions sur le bail à ferme de la part des bailleurs et la question est systématiquement de savoir comment sortir du bail à ferme, ce qui est la démonstration d'un véritable malaise. Donc plus aucun bailleur aujourd'hui n'a envie de se lancer dans un bail de durée indéterminée pour une location faible, mais ce n'est pas le point principal pour eux au départ. Donc la rupture de confiance, elle est là, elle est bel et bien présente. Mais ce que nous avons essayé de faire, c'est de réfléchir aussi sur comment arriver à remotiver les bailleurs, mais comment aussi arriver à remotiver les preneurs, qui sont dans un système aujourd'hui tel que est-ce qu'on est encore dans un modèle d'agriculture familiale? Nous, on se pose les questions parce que les abus sont non seulement vis-à-vis des bailleurs, mais vis-à-vis des agriculteurs entre eux elles-mêmes. Alors, on vous l'a dit à plusieurs reprises, la partie visible de l'iceberg, c'est un bailleur qui n'est pas satisfait de la loi sur le bail à ferme et qui cherche à fuir cette législation en s'embrigadant dans des montages juridiques. Ce qu'on entend souvent, ce sont les sociétés de gestion, mais il existe aussi d'autres montages juridiques, mais aussi le commodat, qui est une occupation précaire à titre gratuit, qui est aussi fréquemment utilisée. Nous l'avons dit, la FJA l'a dit, parmi les propriétaires, nous avons aussi un nombre croissant d'agriculteurs qui ne sont plus agriculteurs de façon effective, qui le sont encore de manière administrative, qui ne souhaitent pas rentrer dans le bail à ferme pour exactement les mêmes raisons qu'un bailleur non agriculteur. C'est qu'il ne sait pas récupérer sa terre et qu'il ne sait jamais contester les abus, et ça j'en parlerai. Et donc, lui aussi va utiliser d'abord tout ce qui est contrat saisonnier, les contrats de moins d'un an, les contrats de vente d'herbe, qu'il va monnayer tout en conservant les déclarations PAC et éventuellement sa pension de retraite, par rapport à un agriculteur plus faible ou plus jeune qui devra payer sensiblement plus cher cette sous-location ou ce contrat de vente d'herbe. Nous constatons aussi qu'au sein des agriculteurs locataires,
Donc ceux qui ont plus de 65 ans, mais aussi ceux qui auraient éventuellement trop d'hectares à gérer, ils veulent garder les terres louées de manière à les monnayer en forme de contrat de vente d'herbe, éventuellement de sous-location, voire même des sociétés de gestion, nous en avons rencontré, de manière à conserver, le jour où ils veulent de nouveau exploiter la terre eux-mêmes, conserver ce droit d'accès, tout en louant à un agriculteur, mais donc sous un mécanisme alternatif, qui est souvent supérieur, c'est de 2 à 10 fois le montant du fermage légal, donc de manière à pouvoir quand même monnayer ces contrats alternatifs. Nous avons constaté aussi, dans les cessions privilégiées, mais aussi les cessions ordinaires, et en cas de décès, que des repreneurs non agriculteurs gardent, parce que la cession privilégiée n'est pas encadrée, ils gardent les terres louées, aussi en gardant tout simplement un statut administratif d'agriculteur, en percevant les aides PAC, mais en prévoyant des contrats de moins d'1 an, des sous-locations ou des sociétés de gestion. Donc ça veut dire que par rapport à un premier schéma où on met en dualité un bailleur et un preneur, nous avons une multitude de profils qui contribuent à déséquilibrer un modèle, qui n'est certainement pas un modèle qui soit en faveur de l'agriculture de type familial, comme nous aimons le dire. En effet, donc tout ce marché, ce que moi j'ose véritablement appeler un marché sous-locatif parallèle, a tendance évidemment à influencer les prix du foncier de la location, avec un accès non sécurisé aux plus jeunes agriculteurs ou aux plus faibles, certainement vis-à-vis de tous ceux qui essaient de s'installer à titre principal, et que cela empêche tout ce qui est idée innovante, agriculture multiple, et les types d'agriculture dont on parle aujourd'hui, qui ne sont pas de l'agriculture conventionnelle. Si on met en confrontation en plus le problème de reprise des exploitants, on l'a parlé aussi, qui est de 73%. Nous avons donc un phénomène de vieillissement de la population agricole qui veulent garder comme locataires ou comme propriétaires les terres et de ne pas tomber dans ce bail à ferme. Nous sommes véritablement dans un problème d'intérêt public. Donc ce n'est plus un problème contractuel entre un bailleur et un preneur. Je dois aussi alourdir le modèle en précisant que nous sommes face à un phénomène de morcellement des terres agricoles, puisqu'on est dans un système de succession où nous avons une multitude d'héritages qui se font au profit des enfants qui ne sont pas agriculteurs, qui ne savent pas forcément où se trouvent les terres agricoles, ce sont des gens qui sont parfois coupés du monde agricole, et on arrive à un morcellement de la terre agricole où nous avons plus de 200 000 bailleurs, contre 12 600 agriculteurs aujourd'hui. La propriété aujourd'hui, ça représente 2,5 hectares par propriétaire. Ce qui veut dire aussi qu'un agriculteur est susceptible d'avoir, si on prend la moyenne d'exploitation d'hectares exploités, de 14 bailleurs par agriculteur. Donc pour essayer de gérer des relations contractuelles avec ce nombre de petits propriétaires vis-à-vis d'un nombre d'agriculteurs, ça devient extrêmement complexe de laisser donc des contrats, des relations contractuelles sans une législation qui cadre correctement les obligations et les droits autant des bailleurs que des preneurs. Et c'est là où j'en viens sur l'alourdissement de mon modèle, où il faut savoir qu'aujourd'hui, un preneur, ses descendants sur plusieurs générations peuvent passer leur entière carrière sans devoir jamais croiser leur bailleur. Ils peuvent fonctionner entièrement sans bailleur. Alors, j'illustre mon propos par un constat lourd, où en effet, pendant toute la vie d'un bail, à chaque étape, il est possible de ne pas avoir besoin du bailleur, à commencer par le bail non écrit. Donc aujourd'hui, le bail écrit est stipulé dans la législation, mais soumis à aucune sanction. Donc on sait qu'aujourd'hui, la plupart des baux sont oraux. Quand on dit que la durée est indéterminée, ou on parle souvent d'une durée de 9 ans, la durée de 9 ans n'existe quasi plus. La durée de 9 ans ne sert qu'à permettre de mettre fin à l'expiration de 9 ans pour exploitation personnelle. Donc il faut dire aujourd'hui que le bail est d'une durée indéterminée, d'office dès qu'on entre dans ce modèle de contrat. Alors pour pouvoir mettre fin, alors si la législation prévoit des dispositions pour mettre fin, dans les faits c'est quasiment impossible.
Première chose, pour la fin pour exploitation personnelle, il faut savoir aujourd'hui que d'abord, il faut faire valider son préavis, puisque normalement, le preneur doit former un acquiescement, ce qu'il oublie souvent de faire, consciemment, de manière à ce que le bailleur soit obligé d'aller faire valider son motif auprès du juge de paix. C'est une procédure qui est déjà relativement lourde pour le bailleur et certainement ignorée. Il doit prouver devant le juge de paix son caractère sincère pour dire oui, je vais véritablement exploiter. Mais on lui demande aussi que cette activité soit déjà prépondérante. Ça veut dire que ceux qui peuvent mettre fin pour exploitation personnelle sont des agriculteurs déjà bien installés et pas des jeunes agriculteurs ou en situation plus de petits agriculteurs de faiblesse. Donc ça veut dire qu'on favorise de nouveau un modèle, pour nous c'est notre réalité, un modèle d'agriculture destiné donc aux plus grosses exploitations. Les indemnités de sortie d'arrière-engrais ne sont pas soumises à un calcul particulier dans la législation. Donc quand on parle des chapeaux de la part des bailleurs, il faut savoir aussi que les indemnités de sortie se monnaient aussi âprement par les preneurs. Les durées de préavis sont également utilisées comme des vices de procédure puisque ça va de 2 à 4 ans. Donc il suffit qu'un propriétaire mal averti n'indique pas le bon préavis pour que l'avocat du preneur obtienne une invalidation devant le juge de paix. A contrario, au niveau des cessions privilégiées, voire même ordinaires, moi j'ai assez systématiquement des gens qui me disent voilà, ça a été le bail a été donné au fils, mais je sais pas très bien, je sais pas quand. Ce fils, il a 50 ans, il est infirmier, il est enseignant, il a jamais mis les pieds dans la ferme. Donc ce preneur ne doit pas démontrer actuellement quelle est sa capacité à reprendre. Et étant donné la liberté de culture et la confidentialité des données prévues dans le Code de l'agriculture, le bailleur ne sait pas comment démontrer, comment avoir la démonstration que ce repreneur est quelqu'un de sincère qui va reprendre l'exploitation telle qu'on l'entend et qu'il ne s'agira pas de nouveau de procéder à des sous-locations. Alors je constate aussi des montages de sociétés agricoles où on fait passer un preneur qui n'est pas de la cession privilégiée, qui n'est pas un descendant, pour le faire entrer dans le bail à ferme et dans l'exploitation. Et si le bailleur ne conteste pas les fermages, où c'est le seul endroit, c'est au niveau des virements qu'une fois par an, il peut voir quel est le nom du preneur. S'il ne conteste pas 2 années de suite, le juge de paix risque de considérer qu'il y a bail à ferme au nom de cette nouvelle personne. Alors on a parlé de la quasi-impossibilité d'activer l'article 8 bis, donc de donner fin pour le preneur arrivé à l'âge de la pension, ne serait-ce que parce que, de nouveau, le bailleur n'est en mesure, il a accès à aucune information, donc il ne sait pas du tout ce qui se passe, et le repreneur éventuel, souvent, on voit qu'il y a une personne qui est désignée, c'est par exemple le fiston qui aime bien monter sur son tracteur et qui sera peut-être, c'est un repreneur éventuel aux yeux de la loi. Donc on estime que ces éléments ne sont pas suffisamment cadrés. Alors j'insiste bien ici pour dire que notre objectif n'est pas de casser du preneur ou du locataire. Notre objectif est de faire en sorte que les gens se rencontrent et discutent, puisqu'on a affaire à des preneurs qui fonctionnent sans jamais s'adresser aux bailleurs. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent pour discuter et d'éventuellement redéfinir une nouvelle génération entre un nouveau bailleur, l'héritier, et un nouveau preneur. Alors, quand moi je dois dire au bailleur que le contrat ne met pas fin par la mort du preneur, sauf si c'est stipulé dans le bail écrit, ce qui n'a jamais, il est définitivement dépité en se disant que décidément le bail ne prendra jamais fin. Alors les sous-locations, on en a discuté aussi. Les sous-locations, oui, il faut une autorisation, mais dans les faits, elles ne sont pas demandées et sont souvent déguisées en forme d'échange de culture, de contrats saisonniers qui sont monnayés et où donc j'arrive à la conclusion d'un sous-marché locatif. Alors, tout ce qui pourrait être convenu entre les parties sont caduques en vertu donc de la loi impérative. Donc, moi, je constate énormément de bailleurs qui, quelque part, se sont fait enrouler par le preneur qui a accepté de signer un papier en sachant bien que ce papier ne valait rien, puisque de toute façon la loi est toujours impérative et on peut revenir sur l'engagement du preneur. La liberté de culture, je vous en ai parlé aussi. Alors évidemment, quand on sait que
la propriété, c'est 2-3 hectares par bailleur, et qu'un avocat dit, écoutez, en dessous de 5 hectares, ça vaut pas la peine d'aller en justice, or que tous les articles de la loi sur le bail à ferme sont quasi activables que via juge de paix, on arrive à un bailleur qui est complètement désemparé d'une telle législation qu'il considère comme plus qu'abusive, léonine, et où je dois lui dire que la seule chose qui reste pour lui, c'est d'essayer d'obtenir une résiliation de commun accord, qui est monnayée de la même façon qu'un chapeau pour le preneur, ou de trouver un acquéreur qui est lui déjà agriculteur et qui a les moyens de s'acheter la terre pour lui arriver à licencier l'agriculteur qui est l'agriculteur preneur. Alors, je vous l'ai dit, mon constat est lourd et, je répète, il est pesé. Alors, on va nous dire, oui, mais il y a les baux de longue durée. Il faut faire en sorte que le bailleur ait envie de signer un bail de longue durée. Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est le preneur qui n'est pas convaincu de vouloir signer un bail de longue durée. Et en effet, si je devais être l'avocate d'un agriculteur, je lui dirais qu'il n'a aucun intérêt à signer ces baux de longue durée, mis à part peut-être le bail de carrière, parce que le bail de carrière donne une fin certaine, ce qui rassure évidemment le bailleur pour un fermage augmenté. Mais étant donné que le bail ordinaire de 9 ans, soi-disant, est tellement intéressant et lui permet tellement de réponses judiciaires qu'autant rester dans le bail de droit commun qui lui coûte le moins cher. Alors, sur les baux de longue durée, que ce soit les baux de plus de 18 ans ou les baux de 27 ans, quand je dis au bailleur que passé les 18 ans ou les 27 ans, il revient dans un bail ordinaire, c'est-à-dire infini, au fermage de base, il me dit qu'on ne lui a jamais expliqué ça et qu'il se demande alors pourquoi est-ce qu'il aura envie de signer un bail de longue durée si de toute façon, à la fin de cette durée, il tombe automatiquement dans un bail ordinaire de 999 à l'infini. Donc, ce qu'on constate, c'est que les baux, plus ils sont longs, plus ils sont intéressants pour le bailleur, mais moins ils le sont pour le preneur. Et donc, les preneurs aujourd'hui qui sont dans une grande majorité dans un bail ordinaire n'ont aucun intérêt à avoir envie de signer un bail écrit de longue durée. Raison de plus aussi pour nous de dire il faut absolument faire en sorte que bailleur et preneur se rencontrent. Et il faut les forcer à se rencontrer. Alors, nos propositions... Nous avons essayé de réfléchir aussi. On est évidemment passé par des excès de demandes parce que je ne vous cache pas que nos membres, les propriétaires, les bailleurs sont excédés, véritablement excédés, je n'ai pas d'autre mot pour le dire, par la situation. Et donc nous avons une série, nous avons 15 propositions au niveau de la durée. Ce que nous voulons la même chose que nos prédécesseurs preneurs, c'est encourager le bail de carrière. Et peu importe l'âge du preneur, nous n'avons pas la méfiance de la FJA. Les avantages fiscaux, oui, mais il faut absolument dissuader les agriculteurs preneurs d'un bail ordinaire qui leur donne beaucoup trop de possibilités à vie, c'est-à-dire prévoir à un moment donné une fin automatique sans motif. Parce que s'il n'y a pas de fin, moi, j'appelle pas ça une location, j'appelle ça une usurpation, une expropriation, une dépossession, comme vous voulez, mais on n'est plus dans une situation de location contractuelle entre deux parties. La cession privilégiée, il y a un moment donné, déjà il faut qu'on la cadre, ça je l'ai dit, mais il faut aussi qu'elle ne puisse pas dépasser le terme prévu. Il faut prévoir une fin dans le cas de décès pour que les nouvelles générations se revoient et redéterminent un nouveau contrat, parce que l'agriculture qui a été faite par nos grands-parents n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc l'agroforesterie, par exemple, dans les clauses environnementales, sont des nouveautés qu'il faut pouvoir inclure. Selon la liberté des parties, j'insiste. Et alors aussi, nous avons une proposition très importante et qui est certainement choquante pour les preneurs, c'est que si les baux de carrière sont majorés par un fermage, nous souhaitons une augmentation progressive du fermage par rapport à la périodicité du bail. Si les 9 premières années, le preneur paie un fermage légal, puisque c'est une durée indéterminée, à partir de la deuxième période, on pourrait imaginer qu'il paie une majoration de 25 ou 36%, ça c'est après qu'on en discute. Quand il tombe dans une troisième période, il paie aussi un fermage supplémentaire et ainsi de suite. Ces mesures-là sont destinées à faire en sorte que le preneur aussi
ne soit plus dans cette situation confortable d'un bail ordinaire qui lui permette énormément de possibilités sans jamais croiser son bailleur, mais que ça le force aussi à chercher la sécurité qu'il soutient à tout prix, c'est ce que nous avons attendu depuis le début, de manière à aussi vouloir le pousser vers ses baux de carrière. Les baux de courte durée, ça, il y a l'air d'avoir une unanimité. Nous aussi, c'est dans des situations bien déterminées, parce que nous ne voulons pas prendre la place des baux de longue durée, c'est ça notre objectif. Alors évidemment, à chaque fois que nous avons détecté un abus, nous cherchons à supprimer cet abus. Donc nous ne cherchons pas à supprimer les droits du preneur, mais nous souhaitons à faire en sorte que des situations abusives ne soient plus possibles légalement. Donc c'est théorique, il n'y a pas d'accusation. Alors ce que nous souhaitons, c'est d'exclure du bail, du champ d'application du bail, tout ce qui n'est pas de la production agricole, à commencer par le corps de logis. Parce que le corps de logis, aujourd'hui, pour des fermes dans les villages, sont valorisables en logements, voire en multiples logements, comme des appartements. Mais c'est aussi, par exemple, la location pour des chevaux de loisirs ne devrait plus être soumise au bail à ferme. Il faut formaliser le préavis pour exploitation personnelle de la même manière qu'il faut formaliser la cession privilégiée. Si on exige du bailleur qu'il démontre qu'il puisse reprendre sérieusement une exploitation agricole, il faut exiger la même chose de la part d'un repreneur d'une cession privilégiée ou ordinaire, donc de pouvoir notifier, avoir une notification obligatoire, et pas uniquement parce qu'aujourd'hui on veut dire mais si la notification elle est dans la loi, oui mais elle n'est pas obligatoire, elle ne permet que au bailleur de critiquer le fait qu'on recommence le bail à 0 ans. La notification, on doit pouvoir quand même avertir, c'est un minimum pour le bailleur, qu'on procède à une cession privilégiée avec le nom du fiston ou de la fille descendant, de ses capacités à reprendre l'exploitation et d'éventuellement renégocier le contrat. Dans le cadre de l'exploitation personnelle, par le bailleur, nous demandons à ce qu'il y ait une objectivation de sorte qu'il ne faille plus devoir prouver cette sincérité du bail, mais également de démontrer que le futur agriculteur ou l'agriculteur déjà installé a les capacités requises pour prendre l'exploitation. Et ça permet non seulement aux jeunes agriculteurs aussi du fils du bailleur de reprendre l'exploitation, mais aussi justement aux gens qui ne sont pas encore dans le milieu agricole et qui ont des idées innovantes, et on sait qu'il y a des hectares qui se libèrent vu qu'il y a une faible reprise par les exploitations agricoles existantes. Alors, empêcher la cession privilégiée quand le bailleur a manifesté son intention de vendre ou d'exploiter lui-même, puisqu'à ce moment-là, la cession privilégiée est plus utilisée pour garder les terres que pour vraiment une fin de reprise effective. Pouvoir activer l'article 8 bis avec la fin les fins après 65 ans, en prévoyant une fin automatique, sauf si le preneur sait démontrer qu'il est toujours en pension et qu'il s'est désigné un repreneur effectif et pas potentiel, et que le bailleur puisse contester actuellement. Tout ce qu'il peut contester, de nouveau, c'est le renouvellement du bail à 0 ans. Il faut aussi supprimer les vices de procédure possibles qui sont offerts joyeusement auprès des avocats au niveau des délais de préavis, des calculs d'indemnité d'arrière-engrais. Il ne faut plus non plus prendre le preneur pour une personne qui n'est pas en mesure de comprendre une législation. Donc supprimer l'acquiescement du preneur où c'est le bailleur qui après doit aller devant le juge de paix. Un preneur aujourd'hui sait aller devant le juge de paix sans devoir attendre que son bailleur introduise l'action. Les sous-locations, c'est quelque chose qu'il faut absolument gérer pour supprimer cet effet de marché sous-locatif monnayé. Les clauses environnementales, on en a parlé, on est pour dans le cadre d'une liberté conventionnelle, donc elles ne soient pas soumises à la loi impérative. Les résolutions de plein droit en cas de rupture de confiance. Un agriculteur, moi j'en ai rencontré, qui paye une année puis qui paye pas l'autre année, etc. Ça devrait permettre aussi des résolutions de plein droit. Et en cas d'abus, le preneur peut toujours se plaindre chez le juge de paix. Et enfin, nous sommes, mot de la fin, nous sommes pour un bail écrit, mais avec une sanction.
Parce que ça ne sert à rien, comme aujourd'hui, de dire il faut un bail écrit selon la personne la plus diligente. Il faut forcer la rencontre entre le bailleur et le preneur. Et ce que nous proposons, c'est une disposition transitoire qui est également assez provocante pour les preneurs, où il y aurait une présomption réfragable d'être en période indéterminée, ce qui est dans les faits assez le cas. Ce qui voudrait dire que si on applique une majoration en fonction de la périodicité, les fermages devraient être tous majorés de 50% si on devait décider de cette mesure. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Et nous accueillons maintenant nos derniers intervenants avec Madame Van Erck et Monsieur Schroeder, conseiller juridique à la politique foncière et responsable régional du Boerenbond. Je vous en prie, vous pouvez venir vous installer. Je ne sais pas s'ils ont aussi un PowerPoint. Ouais, je sais. Ils ont un PowerPoint aussi. C'est bien, ils viennent tous avec le PowerPoint, c'est bien. Voilà, ils ont leur propre ordinateur. Il sait comment ça fonctionne, lui, c'est bien. Oui, ça va aller. C'est pour brancher. Parce qu'il a débranché un truc, donc il faut. Mensen kan eerst opzetten. Of ja, staat op de computer, dan dat kan. C'est un câblage DMI, ça, je sais pas. Non. Pour le mettre sur tout d'abord, parce qu'il n'a pas su enlever le courant. Non. C'est parce qu'il vaut mieux raconter. Ja, nog eens leren. Momentje, ik ga even zien. Un instant, s'il vous plaît. Il vous faut une entrée comme ceci, en fait. Voilà. Okay. Oui. Il nous faut un instant. T'es ici? Heeft een andere kamer. C'est pas là, c'est là? Non, mais C'est pas ça. C'est là. C'est bon. Ok. Ok. Ja, dat is goed. Oké. Merci. Chers membres de la Commission, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à vous remercier au nom du Boerenbond pour l'invitation que vous nous avez adressée. Nous sommes honorés de pouvoir vous exposer aujourd'hui notre point de vue au sujet des points sensibles de l'actuelle loi sur le bail à ferme, ainsi que nos propositions d'adaptation de l'actuelle loi sur le bail à ferme. Dans le cadre de la 6e réforme de l'État, la compétence en matière de bail à ferme a été transférée aux régions. À ce jour, une réforme approfondie de la réglementation sur le bail à ferme
n'a pas encore été entreprise en Flandre et la loi fédérale sur le bail à ferme reste d'application. L'actuelle loi sur le bail à ferme prévoit une série de sécurités juridiques qui sont essentielles dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole. En effet, les agriculteurs ne peuvent acheter toutes les terres qu'ils exploitent. En Flandre, près de 2/3 de la superficie agricole sont aux mains de propriétaires qui ne sont pas agriculteurs. La loi sur le bail à ferme offre actuellement une sécurité juridique au secteur agricole par l'ancrage d'une série de principes comme la période de bail d'une durée de 9 ans, la liberté de culture, de la souplesse pour la transmission du bail aux descendants, la limitation des possibilités de résiliation, le droit de préemption, le fermage maximal autorisé. Ces dernières années, les propriétaires terriens et les investisseurs potentiels considèrent de plus en plus la loi sur le bail à ferme comme un cadre rigide et recherchent des alternatives. Ces alternatives ont pour but de contourner la loi sur le bail à ferme afin qu'elle manque son objectif, à savoir la protection des agriculteurs. Le Boerenbond a formulé sa proposition d'adoption de la loi sur le bail à ferme sous la forme d'un programme en 11 points et je vais maintenant vous détailler ce programme. Il est toutefois essentiel, dans le cadre de l'établissement des décrets sur le bail à ferme, d'apporter une attention suffisante au maintien de la sécurité juridique pour les agriculteurs, et ce pour des raisons d'ordre économique. Un premier point traite à l'introduction d'une nouvelle possibilité de préavis qui doit permettre aux propriétaires terriens de résilier un bail existant afin de pouvoir aliéner le bien libre de bail. Les propriétaires qui louent leurs terres n'apprécient pas que la valeur de vente de leurs terres soit affectée en raison de l'établissement du bail. Pour cette raison, le Boerenbond propose que les bailleurs aient la possibilité de vendre leurs terres libres de bail à la fin de chaque période de bail de 9 ans. Les conditions liées à cette possibilité de résiliation doivent être expressément stipulées. Le préavis doit être donné au cours de l'avant-dernière année de la période de bail en cours. La vente du bien doit intervenir dans le délai d'une année faisant suite à l'expiration de la période de bail en cours. Si le bailleur ne parvient pas à vendre le bien dans le délai d'un an, le preneur reprendra ses droits et le bailleur devra mettre ses plans de vente de côté pour 9 ans. Les dispositions transitoires doivent être formulées au baux existant en cours. À titre de disposition transitoire, cette nouvelle possibilité de préavis pour les baux existants ne vaudrait pas encore à la fin de la période de bail en cours et ne vaudrait qu'à la fin de la période de bail suivante de 9 ans. Pour les nouveaux contrats de bail, la nouvelle possibilité de préavis précitée ne pourrait être applicable qu'après une première durée de bail de 18 ans. De cette façon, un agriculteur débutant recevra davantage de sécurité d'exploitation. 12e point. Le Boerenbond estime que le système des baux saisonniers doit pouvoir être étendu pour certaines cultures pluriannuelles, comme les asperges. Nous souhaitons que la durée des baux saisonniers doit porter un maximum 3 ans. Actuellement, les baux saisonniers sont limités à une seule saison. Le système actuel de bail saisonnier n'est pas toujours conforme à la pratique, de sorte que nous demandons une prolongation de la durée des baux saisonniers. Point 3. Le Boerenbond estime aussi que les chevaux de selle doivent être placés sous le champ d'application de la loi sur le bail à ferme, de façon à ce que les exploitations agricoles où sont aussi détenus quelques chevaux de selle ne rencontrent pas de problème en matière de maintien de leurs droits de bail. D'autre part, dans le cadre de la résiliation d'un bail,
la détention de chevaux ne peut être considérée comme une activité agricole. Le but n'est pas que des détenteurs des chevaux qui ne sont pas agriculteurs résilients des baux en cours. La quatrième proposition du Boerenbond attrait à l'alignement dans la loi sur le bail à ferme du statut des cohabitants légaux sur celui des personnes mariées. Il est logique à l'heure actuelle que les cohabitants légaux bénéficient des mêmes droits que les personnes mariées dans le cadre de la loi sur le bail à ferme. Un cinquième point attrait aux nouvelles formes d'agriculture, à savoir la production du bois à courte rotation et l'agroforesterie. Il est normal que les exploitations agricoles qui investissent dans ces nouvelles formes d'agriculture puissent conserver leurs droits de bail existants. D'autre part, les activités ne peuvent être considérées dans le cadre de la résiliation d'un bail comme une activité agricole et il n'entre pas dans nos intentions que les baux en cours soient résiliés par des exploitations qui n'exercent que de telles activités. Point 6. En ce qui concerne les preneurs pensionnés, le Boerenbond propose qu'ils ne disposent plus à l'avenir de droits de préemption à partir du moment où ils bénéficient réellement du versement d'une pension. Le droit de préemption a en effet pour but de permettre aux exploitants en activité d'acheter les terres qu'ils prennent à bail. Les preneurs plus âgés conservent la possibilité de céder leur bail à un successeur, ce qui permet de régler la transmission de l'exploitation. Sixième point. Le Boerenbond insiste sur le maintien de l'actuel système de limitation des fermages tel que prévu dans la loi limitant des fermages. Ce système fonctionne bien et évite que des discussions individuelles surgissent à propos du fermage pour chaque parcelle. De plus, le système actuel prévoit déjà la différenciation nécessaire. Selon l'actuelle réglementation, un fermage plus élevé est possible pour les baux de carrière. Le Boerenbond est aussi favorable à ce que les propriétaires terriens soient amenés via des incitos fiscaux à louer leurs terres. Le Boerenbond propose de soumettre les terres qui n'ont pas encore été données à bail à un tarif réduit en matière de droits de succession et de droits de dotation, pour autant que les propriétaires de ces terres soient prédonnés ces terres à bail pour au moins 18 ans. De cette façon, les propriétaires sont encouragés à donner leurs terres à bail à plus long terme. Les conditions liées à cet incitos fiscaux doivent être définies dans la loi sur le bail à ferme. Les incitants fiscaux ne peuvent être octroyés que si des contrats de bail sont conclus avec une première période de bail d'au moins 18 ans. Ces contrats de bail doivent être enregistrés et doivent avoir été conclus avant la détention, respectivement avant l'ouverture de la succession. Un mécanisme de sanction doit être élaboré afin d'éviter les abus fiscaux. Enfin, les incitants fiscaux précités pourraient être aussi attribués à des sociétés sous la forme d'une diminution du tarif des droits d'enregistrement dans le cadre de l'achat de terres, pour autant que ces sociétés donnent ensuite ces terres à bail pour une durée d'au moins 18 ans. Point 9. En vertu de la réglementation actuelle, le bail de carrière soit s'élever à 27 ans minimum. Le Boerenbond plaide pour que la durée minimale du bail de carrière soit limitée à 21 ans. De cette manière, les preneurs peuvent conclure un bail de carrière jusqu'à l'âge de 40 ans. Le point suivant du programme de Boerenbond attrait à une nouvelle possibilité de contrat qui peut être prévue à côté de toutes les possibilités existantes prévues dans la loi sur le bail à ferme. Le Boerenbond souhaite permettre une nouvelle sorte de contrat de bail dont le contenu est à définir librement par les parties contractantes, mais pour un bail d'une durée déterminée d'au moins 18 ans.
Pareil contrat requiert un contrat écrit qui est enregistré. Le contrat peut être résilié par le bailleur durant la durée du contrat. Cependant, le contrat prend fin de plein droit à la fin du contrat. Il s'agit d'un instrument tout à fait neuf dans le cadre de la réglementation sur le bail à ferme. D'importantes dispositions de l'actuelle loi sur le bail à ferme ne s'appliquent pas à ce type de contrat. C'est ainsi que le droit de préemption et la réglementation relative à la limitation des fermages ne s'appliquent pas à de tels contrats. En même temps, la proposition de Boerebond prévoit que des incitaux fiscaux ne peuvent être liés à ces contrats. Enfin, le Boerebond est ouvert à davantage de transparence, l'ouverture et d'information au bénéfice des propriétaires terriens. Les propriétaires terriens doivent pouvoir identifier l'utilisateur de leurs terres. Les propriétaires doivent pouvoir se renseigner auprès des autorités en ce qui concerne leurs parcelles afin de savoir qui a déclaré ces parcelles dans la demande unique. Ici, j'arrive à la fin de mon exposé. Je vous remercie de votre attention. Là, merci beaucoup. Je remercie évidemment tous les intervenants. On va continuer notre du jour avec l'échange de vues. Je vais essayer de demander à mes collègues d'être suffisamment concis et précis dans leurs questions pour permettre à nos intervenants de pouvoir partir, retourner à une heure décente. Il me semble que si l'échange de vues peut durer jusqu'à 17h30, ça me paraît bien. Voilà. Donc, je vais prendre voilà, Monsieur Prévost, qui désire intervenir, qui décide de poser des questions. Voilà, Monsieur Godefriot, oui, Monsieur Deken, pour commencer, voilà, et Madame Breckmans. Voilà, merci. On va déjà commencer par cette première salve. Pardon. Mais le problème, c'est que, en général, hein, c'est de pratique. En général, on donne d'abord la parole au parti d'opposition, mais je pense qu'il va être concis et vous pourrez directement y aller après. Parce que... Préjugé déjà de mon intervention, Monsieur le Président. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, et notamment dans la discussion générale, Monsieur le Président, je sais que ça ne vous incombe pas, mais peut-être demander à Monsieur le Secrétaire de veiller à l'avenir, lorsque nous avons des auditions comme celle-ci, à peut-être ne plus utiliser cette salle. C'est hyper inconfortable pour les parlementaires qui sont présents ici, ou même le public derrière nous. Et on aura, à mon avis, une épidémie de torticolis. Là, je peux peut-être dire, parce que que toutes les salles sont occupées et que pratiquement dans toutes les salles, il y a du public. Donc, on a bien essayé, hein, mais... Simplement pour dire que rien n'est simple. C'était un peu le constat de l'exiguïté de notre bâtiment. C'était une considération pratico-pratique, mais donc voilà, si on peut quand même essayer d'y veiller à l'avenir, parce que c'était pas très très confortable, en tout cas pour ce côté-ci de la salle. Mais, tout d'abord, permettez-moi au nom de mon groupe de remercier les différents intervenants, et à l'issue de ce premier round, j'ai évidemment un sentiment contrasté. Tout d'abord, évidemment, je pense que c'était utile que l'ensemble des membres de cette commission agriculture puissent entendre une nouvelle fois les acteurs concernés, les positions des uns et des autres. Et on se rend bien compte, évidemment, après ce premier tour d'audition, qu'il y a lieu maintenant, nous sommes à un tournant et que nous devons, à un moment donné, passer le cap et réformer donc cette législation qui a été créée il y a de nombreuses années maintenant, où les exploitations agricoles, les grosses exploitations agricoles ne dépassaient pas 20 hectares, où l'activité agricole était l'activité économique centrale dans le village. Je pense que nous n'en sommes plus là, et cette législation qui a protégé les agriculteurs pendant de nombreuses années les dessert maintenant à bien des égards, et dès lors nous sommes heureux de pouvoir entendre les différents acteurs aujourd'hui. Alors,
je disais sentiments contrastés, donc heureux d'entendre les différences d'intervenants, et malheureusement ça n'a fait que confirmer ce que je dis depuis des mois maintenant, puisque c'est une de mes marottes au sein de cette commission agriculture, cette réforme du bail à ferme. Nous avions avec le groupe PS lancé une journée d'études en septembre 2015. Nous avions entendu la plupart des intervenants ici autour de la table. Nous avions entendu les notaires, des avocats et des juristes spécialisés en la matière. Nous avions déposé une proposition de résolution auprès du greffe ici au Parlement. Et nous avons décidé de la ressortir avant les vacances, justement, pour provoquer cette discussion à nouveau, parce que nous avons l'impression que, en tout cas, tout le moins, le Parlement est privé de ce débat. Et quand je disais sentiments contrastés, nous avons entendu ici l'un ou l'autre intervenant réagir sur les discussions et les négociations en cours, et c'est assez frustrant en tant que parlementaire, évidemment, de ne pas pouvoir avoir quelque chose, des éléments concrets de la part du ministre. Alors on entend évidemment que les uns et les autres réagissent sur ce qui se passe pour l'instant avec votre cabinet, Monsieur le Ministre, mais nous n'avons pas un document sur la table et on peut évidemment que le déplorer. Je le réclame depuis de nombreux mois. Au mois de juillet, vous nous aviez promis une proposition de décret pour la fin de l'année. Nous apprenons maintenant que ce sera une note d'orientation dans les semaines à venir. Et dès lors, je ne peux que le déplorer. Ça fait maintenant, depuis 2014, que nous avons les leviers au niveau de la région pour pouvoir mener une véritable réflexion et une véritable réforme, et non pas une réformette de cette législation du bail à ferme. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne s'en donne pas les moyens. Alors les constats, on les connaît maintenant peu ou prou. Je vous dis, on a mené de nombreux colloques, on a eu une journée d'études, le sujet revient régulièrement ici autour de la table en commission agriculture. On le sait évidemment que l'accès à la terre est un enjeu majeur pour nos agriculteurs, mais également pour nos jeunes agriculteurs qui décident encore aujourd'hui de se lancer dans ce dur métier qu'est l'agriculture. On le sait qu'une des principales faiblesses de cette législation actuelle, c'est évidemment la durée. Je pense que chacun a rappelé évidemment les différentes difficultés rencontrées avec cette législation actuelle. Et dès lors, puisque je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser mon collègue libéral pouvoir s'exprimer également, mes premières questions, et je reviendrai avec d'autres questions plus précises pour les associations et les différents acteurs par la suite, mais c'est à vous évidemment, monsieur le ministre. Je voulais savoir où en sommes-nous pour l'instant au niveau de la discussion sur le bail à ferme. Nous n'avons aucun texte ici sur la table de ce Parlement. Je l'ai dit, vous avez à de multiples reprises retardé l'échéance, et je le sais, et c'est peut-être un élément de compassion par rapport à vous, que c'est une législation difficile et que vous l'avez répété à de nombreuses reprises, et on le sait également, il faut trouver évidemment un consensus qui pourrait convenir évidemment pour les propriétaires, mais également pour les locataires. Mais êtes-vous toujours disposé à mener une véritable réforme avant la fin de cette législature? Est-ce que vous comptez toujours vous attaquer aux points de difficulté qui ont été relevés aujourd'hui, ou alors va-t-on nous faire attendre ici, multiplier les auditions, réformer sur l'un ou l'autre point cosmétique et ne pas s'attaquer aux problèmes de fond? Voilà en tout cas la première intervention que je souhaitais faire, Monsieur le Président. Oui, si maintenant, M. Prévost, vous aviez des questions précises aux intervenants, ça serait peut-être le moment, parce que sans quoi... Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, je serai très très court pour les questions par la suite. Ok. Voilà. On essaie de finir maintenant. Ah ben voilà, M. Godfrey. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire bref. Je laisserai à ma collègue Laetitia Brognier s'exprimer au nom du groupe MR. Mais à titre personnel, j'ai relevé 3 questions. C'est un dossier que je connais relativement bien, mais j'aimerais des précisions, notamment à travers une présentation qui a été faite de NTF, précisant que les bailleurs avaient 2,5 hectares en moyenne. Je serais intéressé par voir vraiment la réalité j'imagine qu'il y a des tout petits et beaucoup de tout petits propriétaires, excusez-moi, et quelle est la répartition en fonction des classes de superficie en propriété.
Deuxième question, j'ai entendu que beaucoup d'interlocuteurs mettaient en avant les incitants fiscaux, voire un malus pour les sociétés de gestion de terres agricoles. Et c'est vrai que c'est une question importante à régler. Je n'ai malheureusement jusqu'à présent pas entendu d'autres propositions, si je ne me trompe, pour permettre vraiment l'accès aux agriculteurs, l'accès aux jeunes agriculteurs, contrairement à la mise en société de gestion. Et troisième question, je voudrais savoir pourquoi la plupart des interlocuteurs du secteur syndicat agricole ne souhaitent pas que les terrains publics soient utilisés en partie ou totalement pour mettre en place des jeunes agriculteurs, que ce soit des fils et des filles du secteur ou des externes au milieu agricole. Donc je m'excuse vraiment, je vais vous quitter, mais Laetitia nous tiendra informés de vos réponses. Ça m'intéresse très fort ce dossier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Decken. Merci, Monsieur le Président, de me céder la parole. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, à la fois bien sûr les représentants du monde agricole et des propriétaires fonciers ruraux. Le bail à ferme, ça fait 30 ans qu'il n'a pas été modifié. Le travail de négociation qui est entrepris actuellement avec le ministre et dont vous vous êtes fait l'écho est donc un travail qui est, me semble-t-il, un travail compliqué et difficile parce qu'il faut arriver à une opération win-win. L'intérêt, évidemment, n'est pas que d'un côté, on est que les propriétaires qui y trouvent leur avantage ou que les agriculteurs qui y trouvent leurs avantages. Si la réforme se fait sur le dos d'une seule des parties, qu'elle a l'impression qu'elle n'y trouve pas son compte, il y aura suffisamment toujours d'imagination pour contourner les réformes légales et ne pas les utiliser. Ce qu'il faut, c'est que le cadre qui est proposé soit un cadre attractif pour les propriétaires et pour les preneurs. Alors, une première question générale à laquelle que je poserai à tous les intervenants. Quand on dit que le bail aujourd'hui à ferme n'est plus pas assez attractif, on parle de rigidité, on parle de difficulté, mais est-ce que finalement l'élément le plus problématique, c'est pas finalement le rendement de la terre et le prix à laquelle on peut le vendre et la différence de prix entre une terre qui est finalement grevée d'un bail à ferme et celle qui est libre de droit. Donc est-ce que c'est pas ça finalement le nœud principal du problème? Et sous question, est-ce que là-dedans la question des droits PAC, est-ce que c'est pas finalement quelque chose qui est venu exacerber le problème et donc donner davantage évidemment d'attrait pour une possession effective de la terre, puisque non seulement avec une possession effective, on peut avoir le rendement agricole, mais en plus, on a le rendement des aides agricoles. Ça, c'est une première question qui s'adresse donc à l'ensemble des intervenants. J'ai une deuxième question qui est la plus précise et plus ciblée à l'attention de NTF, et elle concerne leur proposition de rendre plus difficile la cession privilégiée. En gros, qu'un successeur soit plus fermement et des conditions plus drastiques, plus fortes, plus strictes pour pouvoir utiliser ce droit de cession privilégié. Je comprends la position évidemment de l'association des propriétaires ruraux, mais complémentairement à ça, j'aurais envie de poser une question. Est-ce que vous êtes aussi d'accord pour qu'un bailleur qui décide de mettre fin à un anniversaire, à un des anniversaires tous les 9 ans du bail, que la condition pour que le propriétaire reprenne l'exploitation de la terre soit, elle, aussi renforcée, qu'on ait un renforcement de la notion d'agriculteur actif pour celui qui, comme propriétaire bailleur, décide, active la faculté qui est la sienne de pouvoir reprendre la terre. C'est pas
de façon anodine que je pose la question, évidemment. C'est parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a un mécanisme de très gros propriétaires terriens. Quand je dis très gros, c'est pas la moyenne des propriétaires à 2,5 hectares dont on parle, mais des propriétaires très importants qui utilisent aujourd'hui ce droit qui est visiblement finalement sanctionné par la justice confirmée et qui se traduit par de très très gros propriétaires et qui reprennent via des sociétés de gestion l'exploitation effective des terres. Et donc, je voudrais savoir si vous êtes d'accord à ce qu'il y ait, j'ai entendu, davantage de fermeté pour une cession privilégiée, mais je dis alors soyons cohérents et défendons aussi le fait que, en cas de bailleur qui reprend sa propre exploitation, enfin qui reprend la terre pour entre guillemets le faire par sa propre exploitation, on soit aussi strict et qu'on évite des reprises par finalement tiers interposés. Alors j'aurais une dernière question qui a trait à la proposition du Boerenbond, qui est celle finalement de rendre plus attractif le bail à ferme en augmentant le montant des fermages. Est-ce que cette proposition-là, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu difficile eu égard au fait que le montant du fermage est très différent d'une terre à l'autre et d'une négociation à l'autre? Est-ce que finalement le locataire fermier qui a été correct et qui a proposé un bon prix, a accepté un bon prix pour la terre qu'il prend en location, est-ce qu'il ne se retrouve pas finalement pénalisé avec une augmentation à 125 et 150%? L'idée je trouve de l'intérêt de donner de l'incitant à s'inscrire dans le long terme, mais la contrepartie, c'est le point de départ. Voilà mes questions, Monsieur le Président.